En Belgique, oui. On a vu beaucoup d'ovnis apparaître. Un concours de baltrap aussi, oui. Ah oui, oui, ça s'est terminé il n'y a pas longtemps. Bon, il faudra que je pose la question à nos invités. Et parmi ces invités, un invité que vous connaissez bien, un journaliste, Jean-Claude Bourret. Voilà. Donc si vous voulez poser des questions, vous pourrez le faire tout à l'heure pour droit de question. C'est au 42 48 85 85. Je pense que les ovnis, ça ne laisse jamais indifférent. Voilà, je me tais, je vous laisse la parole. La télé... qu'ils avaient vu un truc là avec 3 trucs lumineux. Moi j'y crois, hein, pour comment je pense qu'il y aura... Qu'est-ce que je vois sur cette photo? Artistiquement, je peux penser à Tchernobyl ou à Hiroshima en petit photocopié. Peut-être en relation avec la journée de la Terre? Non, je crois que c'est un peu de pollution. Forme vague, mais qui représente quelque chose. C'est vague et ça en même temps représente quelque chose. Ah, j'y crois aux ovnis. Personnellement, j'en ai jamais rencontré. Je voudrais en voir un. Non, moi je crois pas aux petits hommes verts. Ça évoque quelque chose qu'on est en train de chauffer, qui monte, On dirait le sida. Une chauve-souris? Une boule? Une baleine? Oui, le soleil à la fin de la journée. Un morceau de lune est caché par le ciel noir. Je vais être méchant, mais ça va pas être vraiment profond. Je trouve que ça me fait rire, ça me fait rire. Enfin, c'est parce que ma conviction à moi, elle est vraiment confirmée. Je ne crois pas aux ovnis. Je pense qu'il y a des faits réels, puisqu'ils ont constaté des... admettons, il y en a qui se sont posés, quoi. Ils disent des soucoupes, hein, que c'est resté cramé et que c'est radioactif par terre. Alors, nous, on envoie bien un télescope dans l'espace cet après-midi. Pourquoi d'autres planètes n'enverraient pas d'autres éléments vers la Terre? Ça peut être petit, grand, avoir une forme ronde, carrée, peut-être même invisible. Alien, un martien. Le nez qui descend très long ou un menton avec des oreilles assez pointues. Puis la tache blanche au milieu, ça peut être un œil ou alors le cerveau. Vous n'avez rien vu? Mais comme moi, alors j'ai rien vu, alors j'y crois pas. Quand je verrai un jour, moi je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, j'aime beaucoup ce dernier témoignage. Quand je verrai, je vous dirai ce que j'en pense. Je vous demande d'applaudir très très fort nos invités, à commencer par Ronald Marie, chroniqueur scientifique à Matin Bonheur, spécialiste du bizarre, Jean-Claude Bourret, journaliste sur la 5 et puis qui a consacré aux ovnis de très très nombreux ouvrages, Monsieur Michel Bougnas. Alors ça c'est très très intéressant. Il est biochimiste, directeur de recherche, stop, et puis il se promène un petit peu partout dans le monde pour tenter d'élucider le mystère des ovnis. Et puis c'est Seymour Bruxelles qui s'intéresse à ce problème. Tu t'intéresses vraiment, aux ovnis? Oui, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est extérieur et au cosmos. Mais dis-moi toi, ce qui te passionne le plus, ça va intéresser. Le plus pour moi c'est justement en physique, c'est le magnétisme, la radiesthésie, la télépathie. Voilà. Et on en discutera tout à l'heure peut-être. Oui, très volontiers. Voilà, on en parlera. C'est un sujet très important, mais un peu tabou chez nous. C'est un peu tabou. D'ailleurs, je voudrais dire quand même c'est dommage parce que le magnétisme et la radiesthésie aujourd'hui prennent une place très importante. Et je sais qu'en physique moderne, on a beaucoup de découvertes que nous, public, ne connaissons pas. Et je trouve ça très dommage de ne pas, justement, grâce aux télévisions, apprendre beaucoup plus de choses et rester quand même dans l'image du magnétiseur, du radiesthésiste, qui est toujours un peu guérisseur, caché dans la campagne française. On essaiera d'éclairer ta petite lanterne tout à l'heure, c'est promis. Mais pour l'instant, petit point sur un monde ignoré, celui des ovnis avec Ronald Marie. Petit point, mais tout petit point, parce que c'est vrai que les ovnis, c'est un phénomène qui est très très bizarre et qu'on n'arrive pas à dater. On ne sait pas quand est-ce qu'on a vu la première fois un ovni. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un monsieur qui s'appelle Erich von Däniken a émis une théorie qu'il appelle la théorie des anciens astronautes et qu'il applique aux textes anciens. Par exemple, la Bible, quand on parle de, je sais pas moi, de l'arche de Noé, ça devient un méga engin spatial qui a emmené plein de gens comme ça. Sodome et Gomorrhe a été détruit par une méga bombe atomique. Bon, tout ça, c'est une théorie, donc on peut difficilement en parler. D'un point de vue plus moderne, c'est le 24 juin 47 qu'on a les premiers ovnis qui apparaissent réellement et qu'on a pu les référencer. C'est un Américain qui s'appelle Kenneth Arnold, qui est un scientifique, pardon, pas un scientifique, un homme d'affaires qui est dans son avion au-dessus des montagnes rocheuses et qui voit 9 engins, exactement comme on en a vu en Belgique dernièrement. Et donc, à partir de là, on dit que les soucoupes existent parce qu'il décrit des objets en forme discoïdale. Et à partir de 1947, tout ça va revenir en vague. Il y en a en 54, 57, 74, 79, 80. 81, on parlera avec Michel Bougnas tout à l'heure d'un cas précis en France. On sait depuis peu, grâce à l'ouverture, qu'à l'Est,
Ben, ça se passe aussi. On a aussi des ovnis à l'est. On sait aussi qu'en URSS, donc courant octobre-novembre, il y a eu des atterrissages. En Angleterre, on a parlé de nombreuses fois de ces fameux cercles dans les champs de blé ou champs de luzerne, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis tout dernièrement, donc, en Belgique. C'est une vague très très étonnante qui est, à mon avis, sans précédent. Et est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça les petits hommes verts ? Il sait pas. C'est parce qu'en 1943, un monsieur qui s'appelle Arnold Sherman a écrit un roman qui s'appelle Le Petit Homme Vert, que je vous présente là, qui vient de ressortir aux éditions Partage. Et c'est un ovni qui atterrit, un petit E.T. qui descend, et il est ouvert, et il va vivre de merveilleuses aventures avec les hommes. Belle histoire. Voilà, si on peut voir ce livre, ça m'intéresserait, aux éditions Partage. Voilà, Le Petit Homme Vert. Alors, Jean-Claude Bourret, ces vagues, justement, successives, est-ce qu'on peut les relier aux différentes conjonctures politiques qu'on vit depuis, justement, ces années 40 ? Est-ce qu'il y a une corrélation ? On a essayé de faire beaucoup de corrélations avec des phénomènes de société notamment, et puis avec d'autres phénomènes comme les failles géologiques, j'en passe et des meilleurs. C'est vrai qu'en 1954, quand il y a eu la Grande Vague, on était en pleine guerre froide. C'est vrai qu'en 1973, lorsqu'il y a eu la deuxième Grande Vague qui a déferlé sur l'Europe en général et sur la France en particulier, on était 5 ans après mai 68, la société se cherchait un peu, il y avait un malaise de la société, et donc certains ont essayé de faire une corrélation sociologique entre le dysfonctionnement de la société et l'observation d'objets volants non identifiés. Et puis là, nous sommes en plein bouleversement économique, géostratégique mondial. Il y a les pays de l'Est qui sont en train de lâcher le communisme après 72 ans d'Union soviétique et 42 ans dans les pays comme l'Allemagne de l'Est. Et puis, on voit bien qu'il y a un malaise aussi social dans d'autres pays, y compris en France. Donc, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation ? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Il faudrait faire des statistiques extrêmement précises. Mais on s'est posé effectivement la question. Alors, Michel Bounias, vous êtes notre scientifique, et là, c'est intéressant que vous soyez là, parce que généralement, le scientifique doute. Il est là pour douter, et les ovnis, ça doit le faire doucement rigoler. Normalement, c'est un professionnel du doute. Normalement, c'est un professionnel du doute. Mais l'homme que vous êtes, avant de passer aux physiciens, aux biochimistes, l'homme que vous êtes, qu'est-ce qu'il en pense de ces phénomènes ? Il n'en pense rien. C'est pour ça qu'il se pose des questions. Quand vous êtes chez vous, que vous entendez ce qui se passe en Belgique, et dont on va parler tout à l'heure, quelles sont vos interrogations, quelles sont vos craintes, quelles sont vos croyances ? De craintes, non. De croyances, non plus. Uniquement des questions. Et puis, quant à avoir une idée dessus, il faut d'abord avoir suffisamment d'éléments. Donc, pendant longtemps, j'ai laissé toutes ces questions-là dans ce que j'appelle le tiroir pour plus tard. Puis au fur et à mesure que les éléments viennent étayer le dossier, et puis aussi que ma culture scientifique me permet de me poser des questions de plus en plus précises, alors j'essaie de mettre les pieds en place. Mais ceci étant, contrairement à ce qu'on pourrait dire quelquefois, je ne suis pas du tout un ufologiste et je ne me considère pas du tout comme un spécialiste de soucoupe volante ou de quoi que ce soit. Bien, Michel Bounias, nous allons parler dans un instant de trance en Provence, où vous avez travaillé sur l'apparition d'un ovni et sur les conséquences de cette apparition. Mais j'aimerais qu'on aille visiter ou découvrir ce qu'est la SOBEPS. Qu'est-ce que c'est la SOBEPS ? La SOBEPS, c'est la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Alors c'est un titre un petit peu ronflant comme ça, qui cache en fait un certain nombre de bonnes volontés, de gens qui n'ont pas forcément une culture et des compétences scientifiques, mais qui essayent d'être honnêtes dans leur démarche. Et c'est l'une des multiples petites associations qui existent dans le monde et qui étudient les objets volants non identifiés. Eh bien, on va découvrir la SOBEPS pendant 1 minute 30, 2 minutes. Eh bien, on va découvrir la SOBEPS pendant 1 minute 30, 2 minutes. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on veut nous faire prendre conscience qu'il y a autre chose qui est au-dessus de nous, qui est différent, qui semble plus avancé technologiquement que nous, sans provoquer de choc frontal, c'est-à-dire sans le contact officiel. Ça a été fondé le 20 mai 1971 et ça a été fondé parce que j'ai lu 3 ou 4 livres sur le sujet et j'étais frappé par le nombre d'observations rapprochées en disant qu'au fond, s'il y a quelque chose de vrai dans ces phénomènes rapportés, s'il y a une chance infime de pouvoir un jour vérifier, avec beaucoup de temps, beaucoup de patience, des moyens, de la bonne volonté et des gens compétents, surtout par la méthode scientifique, je me suis dit c'est au fond l'événement probablement le plus important de toute l'histoire de l'humanité.
Donc il faut essayer de vérifier, il faut essayer d'appliquer les disciplines des sciences exactes à l'étude du phénomène, il faut collecter les informations, il faut les vérifier, les contre-vérifier, il faut essayer de mettre en évidence un certain nombre de choses. Par la méthode scientifique, il n'y en a pas d'autre. Il faut se rendre auprès des témoins, il faut avoir une description détaillée et précise de ce que le témoin a observé. Évidemment, le témoignage humain n'a aucune valeur en science. Donc, en principe, il faut essayer d'avoir des corrélations entre témoins. Là, c'est une valeur juridique, mais évidemment, un très grand nombre d'observations, quand il y a une très grande cohérence interne, comme c'est le cas pour cette vague de ces 4 derniers mois, nous est parvenu plus de 700 cas, sont souvent des groupes de témoins d'1 à 5 personnes, ça représente 1 500 à 2000 témoins. Et il est évident qu'il y a aussi une majorité silencieuse, qu'il y a beaucoup de cas que nous ne connaissons pas. La SOS fonctionne évidemment avec des bénévoles, hein. Ce ne sont que des bénévoles, donc des gens qui se proposent en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, soit des enquêtes sur le terrain auprès des témoins, soit des travaux de secrétariat, il y a beaucoup de choses différentes à faire, tout est vraiment 100% bénévole, ça c'est vraiment formidable. Par contre, sur le plan financier, on a d'énormes difficultés, nous n'avons vraiment pas assez d'appui financier et j'espère bien que les autorités de ce pays finiront par nous accorder quelque chose en matière de subsides. Voilà, nous retrouverons ces témoins, ces fameux témoins en Belgique que Jean-Marc Carrat a rencontrés il y a quelques jours, vous verrez, c'est très intéressant. Si on faisait un petit retour en arrière, Jean-Claude Bourret, on va aller à Trans-en-Provence, c'était en quelle année exactement? Alors Trans-en-Provence, c'était en 1981. 1981. Et c'était un cas extraordinaire, puisque pour la première fois en France, un cas d'atterrissage a pu être très rapidement protégé par la gendarmerie nationale, qui a d'ailleurs toujours des instructions pour faire une enquête approfondie sur le terrain si jamais il y a un cas sérieux d'observation. Et ensuite, les scientifiques se sont occupés très sérieusement de l'analyse des traces. Et les scientifiques, eh bien, c'est aujourd'hui M. Bounias qui est allé à Trans-en-Provence et qui a constaté. Et qu'est-ce que vous avez vu exactement? Et là, votre témoignage nous intéresse. Pour commencer, je n'ai rien vu. Parce que, tout à fait au début, ce sont des enquêteurs, d'abord les gendarmes, ensuite des techniciens du Centre national d'études spatiales qui sont allés faire des prélèvements d'après les indications que je leur avais données. Bon, il se trouve que quelques mois auparavant, le Centre national d'études spatiales m'avait demandé s'il serait possible, au cas où se produirait un phénomène de ce genre-là, de mettre en évidence des effets sur le vivant. Alors je leur avais dit, dans certaines conditions, si certaines conditions sont réunies, ça serait effectivement possible. Alors donc nous avons passé un contrat de collaboration pour le cas où. Et le cas en question, ça a été celui de Trans. Alors, vous avez vu les traces au sol? Oh, c'était très modeste. Il y avait les traces ont été photographiées par les gendarmes. C'était une espèce de très vague empreinte circulaire de 2,50 m à 3 mètres de diamètre, et puis c'est tout. On ne voyait rien d'extraordinaire par-dessus. Alors là, vous m'étonnez, on ne voyait rien d'extraordinaire. Il paraît que tout était brûlé. Absolument pas. Il n'y avait rien de brûlé ni de carbonisé. Simplement 2 petites traces comme des traces de ripage selon le terme même des gendarmes, et puis c'est tout. Alors ces schémas qu'on voit sur l'écran là, qu'est-ce qu'ils représentent exactement? Alors ça c'est le dessin d'après ce qu'a décrit le témoin et la façon dont se présente le site, ce qu'ont décrit le témoin et les gendarmes. Alors en haut on voit la soucoupe et puis en dessous? Alors en haut on voit en fait on devrait voir un point d'interrogation parce que moi j'en sais rien de ce qu'on a vu. Ça n'est pas du tout mon problème. Mon problème c'est de savoir quels sont les effets de ce qui s'est passé sur les êtres vivants. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement sur les êtres vivants? Alors je crois qu'il faut d'abord que je vous dise quelques mots de ce que c'est que les êtres vivants finalement, parce que qu'est-ce qu'on va analyser, pourquoi, dans quelles conditions, c'était quand même là l'essentiel du problème. Jamais rien n'avait été véritablement fait à ce niveau-là. Alors les êtres vivants finalement c'est un jeu de montage, avec des pièces de base qui ne sont pas tellement nombreuses, il y en a quelques dizaines tout au plus. Ces pièces de montage se modifient un peu les unes les autres pour en créer de nouvelles, et puis ensuite elles s'emboîtent, les unes par-dessus les autres. Attendez, je suis désolé, mais là, je ne comprends pas très bien. C'est un jeu de construction. Moi, ce que je vois sous la soucoupe, c'est de l'herbe. Voilà. Et bien, voilà, voir ce qui est arrivé à cette herbe. L'herbe, c'est une des formes de montage que l'on peut faire avec les pièces de base de la nature. Ouais. Et alors, ce que ça a de pratique, l'herbe, c'est que ça ne change pas de place. Tandis que les animaux, on aurait pu analyser les animaux, mais eux, ils changent. Alors, l'herbe, on a choisi des plantes qui se trouvaient à des distances variables depuis le centre de la trace, c'est-à-dire juste sous l'emplacement de l'atterrissage de l'engin, et puis à des distances de plus en plus grandes. Parce que j'avais formulé l'hypothèse qu'au cas où quelque chose se produirait, qui fonctionnerait avec une certaine énergie, quelle que soit sa nature, eh bien, cette influence pourrait aller en diminuant au fur et à mesure que les plantes sont plus éloignées du point d'atterrissage. Donc j'avais pensé qu'on pourrait quantifier en quelque sorte le phénomène. Donc ce que j'ai fait, c'est des prélèvements
de plantes à des distances variables et des analyses aussi complètes que possible. Je crois que j'ai dû analyser dans les 75 paramètres biochimiques différents. Paramètres biochimiques, ça veut dire des chlorophylles, par exemple, des sucres, des acides aminés qui sont les briques de base qui servent à fabriquer les protéines, etc. Donc tous ces petits ingrédients de base. Donc pour terminer, je crois que vous vous êtes aperçu que l'herbe en question avait travaillé 10 fois plus qu'en temps normal. Si vous voulez, les plantes, les feuilles de cette petite luzerne sauvage étaient toutes les mêmes, partout. Mais à l'analyse, je me suis aperçu qu'il y avait des changements dans la mécanique biochimique, des changements complets. L'un de ces changements, si vous voulez, ce sont des inversions. Par exemple, dans votre voiture, vous passez la première, elle part en marche arrière. Ah oui. Bon, c'était aussi important que ça. Et puis, d'un autre côté, effectivement, les modifications observées allaient en diminuant chez les plantes qui étaient les plus éloignées, avec des variations qui étaient d'ailleurs inversement proportionnelles quelquefois au carré de la distance. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en relation peut-être avec un phénomène électromagnétique, et il se trouve que peut-être que des moyens de propulsion électromagnétique sont envisageables. Voilà, merci Michel Bougnasse. Ça fait quand même réfléchir, ce que vous dites. Même le scientifique ne voulait pas me le dire, mais enfin, ça fait réfléchir. La création de la vie, de la matière à l'esprit, Michel Bougnasse, aux éditions du Rocher, à lire absolument si vous voulez en savoir plus sur l'origine de comment marche cette mécanique et comment elle s'est créée. Voilà, merci beaucoup. On va vous applaudir très très fort. Merci Michel Bougnasse. Voilà, c'est fini. Non, ça c'est le titre de la chanson de Jean-Louis Aubert. On va reparler des ovnis tout à l'heure. Et si vous voulez nous appeler au 42 48 85 85, vous aurez un droit de question. Et c'est Jean-Claude Bourret qui se fera un plaisir d'y répondre dans un instant. Voilà, c'est fini, Aubert. Ça va Jean-Claude ? Ah oui, cette émission est très intéressante. D'abord, Jean-Claude, est-ce que vous avez vu, vous, des ovnis? Eh bien non, je n'ai toujours pas vu d'ovnis, mais j'espère bien ne pas mourir idiot et moi aussi faire une observation. Bon, est-ce que vous voulez bien applaudir Jean-Marc Carra, s'il vous plaît, notre journaliste qui est allé se promener en Belgique, et vous allez applaudir également Jean Sider qui a fait paraître un livre fort intéressant, Ces ovnis qui font peur, aux éditions Axis Mundi, préface de monsieur Rémi Chauvin. S'il vous plaît. Oui. Alors on va parler de ces ovnis. Vous pouvez l'applaudir? Non, ça va pas? Non, il vous plaît pas? Bon. Seymour. Oui. Puisque tu t'appelles Bruxelles, on va aller en Belgique une fois. En Belgique? Encore? Ah bah oui, parce voyager. que si tu as écouté le représentant de la SOBEPS qui parlait tout à l'heure, il y a depuis je crois 6 mois, on parle beaucoup de cette nouvelle vague d'ovnis qui déferle au-dessus de la Belgique. Ouais. Alors Jean-Marc Carra est allé enquêter et il a rencontré les témoins. Et ce sont des témoignages, vous allez voir, fort intéressants, que je vous demande de regarder avec beaucoup d'attention. On en parle juste après. Nous sommes à la limite d'Eupen. Moi, je suis membre de la brigade de gendarmerie d'Eupen. C'est par là que le 29 novembre 89, vers 17h30, les gendarmes sur le terrain, les collègues qui ont vu la première fois l'objet très curieux, bizarre, d'une forme triangulaire, assez bas et sans bruit. J'ai été prévenu, j'étais dispatcher à la gendarmerie d'Eupen. Et alors on a blagué d'abord, on croyait à Saint-Nicolas, à l'atterrissage, etc. Finalement, on a quand même pris l'affaire au sérieux. Les gendarmes ont poursuivi l'engin jusqu'ici, donc ici à la limite de Membar. Et alors ils ont vu l'engin se déplacer vers la Gilet. Et en même temps, ils me signalent l'apparition de deuxième engin sortant derrière le bosquet, là à droite, d'une forme triangulaire également. Ils voyaient la coupole dessus, avec des petites fenêtres, et se déplaçait alors vers Eupen-Balen. Ensuite, il a passé tout près de la brigade. Je l'ai vu flotter comme un fuselage, comme une arche assez longue, une pièce que j'estimais sur 10 mètres sur 3 peut-être, ou plus même. Et ça flottait comme ça, sans bruit, comme ça, devant moi. C'était beau à voir, c'était très, très beau. C'était miraculeux un petit peu. Vous voyez que c'était 3 lampes, qu'ils étaient, d'abord on croyait qu'ils venaient de devant, et puis qu'ils étaient, comment on dit, supposés vers le haut. Et en regardant comme ça, j'ai vu comme un triangle, vous voyez. Alors j'ai ouvert la fenêtre parce que je n'attendais rien, je me dis tu devrais attendre un bruit, et je n'ai rien attendu. On était au football, alors tout à coup on voyait le triangle avec les 3 phares et le rouge qui clignait au milieu. Alors on avait arrêté l'entraînement un moment, on avait tous regardé. Il y en a plein qui l'ont vu, deux autres disaient que c'était un avion, mais on n'entendait même pas de bruit et rien. Et ça allait vite? Quand même.
Vous avez eu peur? Non. On a regardé, c'est tout. Au total, vous en avez vu combien? Ouf, je ne sais, je ne les ai pas comptés. Avec mon fiancé, on a une fois fait 80 km à la poursuite d'un objet. On le perdait de vue, et puis on continuait, et puis tout à coup il réapparaissait. Et ça a l'air comme s'il y avait deux grands yeux là qui vous fixaient. Avant d'avancer l'hypothèse des extraterrestres, moi personnellement, je pense que c'était quelques types ingénieux qui ont construit ces engins-là pour s'amuser, pour provoquer la curiosité des gens. Bah, si nous on sait vivre, il y a peut-être quelque chose qui vit d'une autre planète. Tu crois que c'est ça, toi? Bah oui, ils n'ont pas été sur toutes les planètes. Tu crois vraiment que c'est des extraterrestres qui viennent se promener? Pas des hommes verts, mais peut-être comme nous, mais un peu plus grands ou quoi. On verra bien quand ça sort. Voilà, on verra bien quand ça sort. C'est un remarquable reportage, je le dis parce qu'il est très émouvant, il est émouvant, on parle de miracles, ces gens n'ont pas peur, je suis assez étonné, on verra ça tout à l'heure avec Jean Sider, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est un véritable phénomène en ce moment en Belgique, Jean-Marc Carra. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que tout ça se situe dans l'est de la Belgique. C'est une zone qui est toute petite, ça fait peut-être 40 km sur 40, entre Liège et la frontière allemande à peu près. Et il y a une véritable banalisation des observations. Les gens en voient pratiquement tous les jours, tous les soirs. Et c'est incroyable, c'est incroyable. On se promène n'importe où, on demande aux gens, alors les ovnis, ah oui, on en a vu hier, avant-hier, mes voisins en ont vu, tout le monde en a vu. Et comme vous l'avez vu, les gendarmes ont vu ça, l'ont vu très souvent, on fait des rapports. Il y a une sorte d'officialisation des ovnis. Voilà, il y a la caution du gendarme, donc on peut parler. Je crois que ça a été très important dans cette région. Comme partout, les gens n'auraient peut-être pas osé avouer avoir vu ce genre de phénomène. Mais à partir du moment où, en novembre dernier, les gendarmes ont noté ça officiellement, on fait intervenir l'armée de l'air, l'armée belge, tout le monde a officialisé les ovnis. Les gens, bon, maintenant, sans problème, disent oui, on a vu hier soir un objet de telle forme. Enfin, les gens n'ont plus peur du ridicule, en fait. Alors, Jean-Claude Bourret, le gendarme, la caution du gendarme, ça, vous la connaissez bien, vous en avez régulièrement parlé dans vos journaux, dans les livres. Ces journaux ou ces gendarmes, ils recueillent des témoignages, combien par an à peu près ? Alors ça varie évidemment selon les périodes, mais je me suis renseigné avant de venir à votre émission pour donner les toutes dernières informations. Vous savez que le Centre national d'études spatiales étudie officiellement les ovnis depuis 1974 environ. Il y a eu le GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui a été dissous et qui a été remplacé par un centre qui est chargé d'étudier les phénomènes de retombées dans l'atmosphère, mais qui étudie aussi les ovnis. Eh bien, au cours des dernières années, au cours des 3 dernières années, il y a environ 50 observations par an qui font l'objet d'un rapport de gendarmerie. Et sur ces 50 observations, il y en a 20%, c'est-à-dire environ 10 par an, donc pratiquement une par mois, qui n'est pas explicité. Donc ça vous donne le rythme des observations solides, sérieuses en France. Est-ce qu'un jour, on pourra parler des ovnis sans avoir peur du ridicule? Est-ce qu'on pourra se passer de la caution du gendarme? Parce que là, je lis, 5% des observations parviennent et le reste, eh bien, c'est caché, quoi. On n'ose pas le dire parce qu'on a peur de passer pour un charlatan, pour un fou, pour un ivrogne. Non, je crois que ça c'est fini. Je crois que le côté ridicule, qui était d'ailleurs assez justifié au départ, parce qu'il faut dire que les journalistes vendaient du papier avec les ovnis. On a parlé tout à l'heure de l'histoire des petits hommes verts. Moi, j'ai pas la même origine. Les petits hommes verts, c'était en 1954, lorsqu'il y a eu la grande vague d'observation aux États-Unis. Il y avait de la soucoupe volante tous les jours à la radio, dans les journaux de presse écrite, et puis un tout petit peu à la télévision qui était naissante. Et un jour, il y a un coiffeur qui a voulu se faire un coup de pub. Et il y avait une autoroute qui avait pris toute la clientèle de ce coiffeur, c'est-à-dire que les chauffeurs routiers ne s'arrêtaient plus pour se faire couper les cheveux. Alors il a acheté 2 singes Rhésus, il les a tués, il les a peints en vert, il a téléphoné aux journaux en disant « Venez vite, il y a une soucoupe volante qui m'a attaqué, j'ai réussi à tuer 2 extraterrestres avant qu'ils ne repartent. » Les journalistes sont venus, ils ont fait des photos des singes en disant les petits hommes verts qui ont été abattus. Ça a tenu évidemment 24 heures et depuis on parle des petits hommes verts. Donc j'ai pas la même version que tout à l'heure. Jean-Marc Carra, c'est vrai que dans ce reportage, on n'a pas l'impression que les gens ont peur, on a même l'impression qu'il y a une espèce d'accoutumance. Ce sont presque des copains, hein. Quand on entend les enfants parler, on joue au foot, on les voit passer, on s'arrête 2 minutes, on regarde. Ça fait un peu penser au film de Spielberg. C'est formidable ça, mais je crois que c'est important justement pour le fait de pousser les gens à en parler. C'est bien de voir que ça fait pas peur, quoi. C'est toujours l'image de l'extraterrestre, ça fait toujours peur. Et là c'est bien justement de banaliser ça, et je crois que ça va entraîner d'autres témoignages. Personne n'a eu peur.
Non, les gens n'ont pas eu peur, a priori. Ils sont même habitués maintenant à voir leurs ovnis. Mais ils sont assez crédibles, parce que ces gens-là qui voient des objets qui dépassent l'entendement, je dirais pas longueur de nuit, mais presque, ces gens-là ne croient pas à l'invasion extraterrestre, la plupart d'entre eux. En tout cas, les gens vous disent c'est peut-être un plaisantin, comme ce gendarme, ou ils vous disent il y a des essais secrets, on parle de beaucoup de choses, mais ils voient des engins qui dépassent leur imagination, extraordinaires, sans bruit, ça passe, ça s'arrête, ça démarre, et ils vous disent non, avant de parler des extraterrestres, il faut voir autre chose avant. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas peur, alors. Non, ils n'en ont pas peur. C'est la raison pour laquelle ils n'ont il y a pas peur, des gens qui ont eu peur lors des observations. Ouais. Il y a des gens qui ont eu très peur, qui ont vu ça la nuit dans leur maison isolée, qui ont vu des phares et qui se sont sauvés de chez eux. C'est ce que j'ai vu, ces gens-là. Mais je crois, messieurs, je crois que vous n'avez pas lu le livre de Jean Sider, justement, aux éditions Actis Mundi. Parce que si vous lisez ce livre, ultra top secret, eh bien vous apprendrez que ces ovnis font peur, Jean Sider. Oui, en fait, bon, comme disait tout à l'heure Jean-Claude Bourret, les ovnis dans le public ne font pas peur. Quand j'ai dit ces ovnis qui font peur, ils font peur au pouvoir. Il y a toute une structure du pouvoir qui a peur des ovnis parce que c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur des gens qui peuvent être plus forts que vous. Au niveau scientifique, ça peut remettre en cause le dogme. Le dogme, chez les scientifiques, c'est l'unicité de l'homme dans l'univers. Donc, en religion, ça peut remettre aussi en cause bien des concepts, ne serait-ce que l'existence de Dieu. On a peur des ovnis à tous les niveaux. Et puis, les gens de nos gouvernements ne sont pas tellement satisfaits de cette situation parce qu'effectivement, ça implique beaucoup de problèmes. Ça ne contrôle pas, il n'y a pas d'impôt sur l'OVNI. Pour l'instant, il n'y a pas d'impôt sur l'OVNI, non. Mais moi, je vois des mammifères qui sont tués, mutilés. Bon, c'est pas sérieux. Oui, alors écoutez, là, je vous dirai tout de suite, Thierry, que dans mon livre, j'ai fait un livre uniquement sur les États-Unis. Parce que je suis spécialisé sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est là-bas que tout a commencé. Et c'est là-bas que se passe le plus grand nombre de faits bizarres. Alors j'ai présenté 3 dossiers. Un dossier sur les magouilles du gouvernement américain pour dissimuler la vérité sur les ovnis. Et j'ai présenté un deuxième dossier qui est typiquement américain sur les mutilations de bétail, mais ça, on ne connaît pas ça en Europe. J'ai eu vent de quelques cas en Suède récemment, mais enfin, c'est pas probant. Et puis j'ai présenté le dossier folklorique de l'ufologie américaine qui est d'une richesse exubérante et qui ferait les joies éventuellement de cinéastes pour éventuellement faire les motifs d'un film. Parce que vraiment c'est très 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 folklorique leur ufologie aux Américains. Bien, Jean Sider, on va bientôt refermer les portes de ce jardin secret. Je vais rappeler le titre de ce livre, Ces ovnis qui font peur, aux éditions Actis Mundi. Oui, alors absolument. Je précise un tout petit point important. Ce livre se trouve difficilement, c'est la maison d'Hervé Livre qui le distribue, ceci pour les téléspectateurs qui seraient intéressés de l'obtenir. Pour terminer, passez-moi ce livre, voilà, celui-là uniquement. Alors une pièce de musée. Une pièce de musée, regardez. Le premier livre sur les ovnis qui est sorti au monde, il a été publié aux États-Unis en 1950, c'est le livre de Frank Scully, Behind the Flying Saucer, qui a été traduit ensuite en français quelques mois plus tard. Mais ça, c'est une pièce de musée. Bon, l'histoire que raconte Scully n'est pas très très solide, mais enfin, c'est quand même, ça fait partie de l'histoire de l'ufologie. Merci infiniment, on vous applaudit. Merci Jean-Claude Bourret, à très très bientôt. Nous reparlerons des ovnis. De toute façon, ils feront en sorte qu'on en parle encore. Jean-Marc Carra, merci, à très très bientôt. Vous nous appelez au 42 48 85 85. Vous avez un droit de question concernant ce sujet, les ovnis. Jean-Claude Bourret essaiera de répondre. Et Jean-Claude Bourret sont là pour vous répondre. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Bonjour, allô? Oui. Allô, allô? Allô, oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Soyez le bienvenu. Oui, merci beaucoup. Donc la question s'adresse à Jean-Claude Bourret. Tout d'abord, bon, on s'est croisés. Je ne sais pas, vous m'entendez bien? Oui. J'espère aussi qu'on vous entend bien, oui. Vous m'entendez bien. Donc, avec Jean-Claude Bourret, nous nous sommes croisés au cours de certaines conférences. Bon, il ne me connaît pas trop, moi je connais mieux parce que, bon, il a une vulgarisation plus importante que la mienne, c'est un fait. Et avant d'arriver juste à ma question, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière. Je voudrais qu'il me dise quel a été son rôle, le rôle qu'il a joué quand il était à l'époque présentateur du journal, pour l'histoire de Sergi Pontoise, de Franck Fontaine, parce que j'étais un des seuls, avec un ami qui se prénomme Émile, à faire donc un droit de réponse sur FR3 quelques mois plus tard, faisant état de la magouille qu'il y avait eu, l'affaire de Sergi Pontoise, montée de toutes pièces complètement, et ceci de la bouche même de Jean-Pierre Prévost. Il s'agit là donc d'une affaire d'ovni.
Oui, il C'est la s'agit fin d'une affaire d'OVNI, c'est une histoire extraordinaire, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a combien, 8-10 ans, quelque chose comme ça? Environ une dizaine d'années, oui. Une dizaine d'années, il y avait des jeunes gens, bien sympathiques d'ailleurs, qui prétendaient que les ovnis avaient atterri, qu'il y avait eu des contacts, qu'ils étaient même montés, l'un d'entre eux avait été enlevé par un extraterrestre, enfin une soucoupe volante, et puis que les ovnis devaient revenir, et il y a eu des centaines de personnes qui sont revenues. Et ces gens-là sont venus me voir, à l'époque j'étais à TF1, et j'ai discuté longtemps avec eux, ils avaient l'air tout à fait sincères, mais je sentais à travers les questions que je posais qu'il y avait quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ce qui fait que je n'ai absolument pas exploité à l'antenne cette information. Et bien m'en a pris parce que l'expérience a prouvé que c'était un canular. Oui. Voilà, c'était la question que vous vouliez poser? Non, la question que je voulais poser, c'était là un petit aparté que je voulais faire avant. La question que je voulais poser, je voulais que M. Jean-Claude Bourret puisse, s'il pouvait me répondre à la question suivante. Oui. Autrefois, il existait le GEPAN, bien sûr. Donc j'ai eu différents problèmes avec ce service-là, au cours des diverses enquêtes que j'ai fait. D'ailleurs, hors antenne, j'aurais donné les coordonnées à M. Bourret. Si vous pouvez poser votre question. Il faudrait qu'il puisse me parler de la clinique qui est proche de Toulouse, qui dépend de l'armée et du GEPAN, enfin de l'ex-GEPAN. De la clinique qui dépend de l'armée. Une fameuse clinique où ont été amenées certaines personnes qui ont eu des contacts deuxième et troisième type. Et d'ailleurs, même Jimmy Guilleux a vulgarisé la chose, on a fait quand même beaucoup d'argent. Mais il y a eu une clinique où on a pratiqué quand même de l'hypnose. On a mis les gens sous hypnose pour voir s'ils disaient la vérité. Pour reprendre un petit peu l'histoire de Betty Bernells, on a voulu faire les mêmes choses dans cette clinique-là. Et les gens, quand ils sont sortis de cette clinique, ont fini par dire uniquement ils ne se rappelaient plus de rien. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous êtes au courant de cette clinique-là? Non, je ne connais pas cette clinique de l'armée. Je crois qu'on est un petit peu dans le domaine que je connais bien pour avoir fréquenté beaucoup de gens qui s'intéressent aux ovnis, c'est-à-dire les gouvernements nous mentent, on nous cache tout, il y a un complot international. À mon avis, tout ça c'est faux parce qu'on ne pourrait pas cacher quelque chose d'aussi important aussi longtemps. Merci monsieur, merci beaucoup d'avoir appelé. Je crois qu'on a une question dans le public, on a quelqu'un qui veut vous interroger, Jean-Claude Bourret. Bonjour monsieur, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Thierry Taranto. J'aurais voulu savoir si vous avez entendu parler d'un livre qui s'appelle Les dossiers secrets de la NASA, qui est décrit par Jean-Bernard Crollard, et ce sont des récits d'un chercheur de la NASA qui révèle que quand les Américains ont été sur la Lune, on trouvait des usines souterraines. Que pensez-vous de cela ? Je crois que c'est une aimable plaisanterie, comme les histoires de cliniques de l'armée. Les armées dans tous les pays du monde ont des cliniques, ne serait-ce que pour soigner les soldats qui sont ou malades ou qui sont blessés au champ d'honneur. Mais il n'y a pas de cliniques secrètes dans lesquelles on met des gens sous hypnose pour essayer de leur faire dire comment ils ont été enlevés par des extraterrestres. Donc je connais ce livre, je sais que c'est un tissu d'affabulation. Et il y a malheureusement plein d'ouvrages, les triangles des Bermudes dans un autre domaine, qui font appel à la crédulité publique. Et il faut être extrêmement vigilant quand on est face à ce genre d'écrivain. Voilà, est-ce qu'on peut avoir un autre téléphone au 42 48 85 85? Non, c'est fini? Voilà, donc on se met d'accord. On déborde. On s'arrête là, donc plus d'appels. Merci, droit de question, j'espère qu'on a été assez clair. Merci beaucoup Jean-Claude Bourret. Merci à vous. À très très bientôt, vous revenez parce que vous êtes quand même un de nos spécialistes et on a besoin de vos lumières.